Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va essayer de vous proposer aussi de belles choses après ce magnifique programme de nos camarades. Et avant, notre cher DJ Fred, notre cher directeur, nous a concocté une bande-annonce avec un peu de musique pour vous réveiller un tout petit peu pour ceux qui dormaient un peu au fond à droite. Alors voilà, vous avez un petit aperçu de ce magnifique programme que nous vous avons concocté. Je crois que c'est l'un de nos plus beaux. Ah si, allez, on peut le dire, allez, pourquoi pas, quand même. Et je voudrais tout d'abord appeler Zelba auprès de moi, avec qui je vais inaugurer cette présentation de cette rentrée dessinée 2023. J'espère qu'il fonctionne, sinon je te passerai le mien. Alors, Zelba, c'est le 3e livre que tu nous proposes effectivement chez Futuropolis déjà. Et pour ce 3e livre, tu intègres cette fameuse collection que nous faisons avec le Musée du Louvre depuis 18 ans. Alors, juste un petit mot sur cette collection. Elle est, je tiens à le dire, inaugurée par Nicolas de Crécy, période glaciaire, et elle est unique au monde, puisque c'est le seul musée au monde qui est à ce point ouvert ses portes si grands à la bande dessinée et à des artistes qui, non seulement pour ne pas l'idée n'est pas de leur commander un livre sur leurs œuvres ou sur leur collection de manière précise, c'est pas une commande, c'est bien une carte blanche. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit le livre de Nicolas de Crécy, on en est tout à fait conscient. Et Zelba, je crois que tu as pris la balle au bond de manière assez surprenante parce que lorsque nous t'avons proposé ce livre, eh bien, tu nous as proposé un sujet sur le harcèlement de rue et la nudité dans l'art et l'évolution du regard que l'on porte sur les œuvres, sur la nudité dans les différents arts, sculpture, peinture, etc., à travers les siècles. Et alors, ça alerte un sujet très sérieux et pourtant c'est une comédie, c'est un conte fantastique, comique, comme tu l'appelles toi-même, et qui se passe de nos jours, on va dire. Et en fait, ça commence par la révolte des sculptures du Louvre qui en ont marre. Elles en ont marre des regards lubriques, des attouchements à leur partie intime, sur lesquels qui leur arrivent assez souvent, fait avéré, raconté par les gardiens du Louvre. Et donc, elles préviennent Teresa. Teresa, c'est la femme de ménage qui s'occupe d'elle depuis 30 ans. Et qui a lié, évidemment, on est dans une fable, un lien avec ces sculptures qui lui disent que si ça continue comme ça, elles réagiront en conséquence. Et bien Teresa, elle va essayer d'aller prévenir la direction que il y a peut-être une révolte qui gronde, mais malheureusement, tout ce qu'elle va récolter, c'est un licenciement sec, parce que des élucubrations comme ça, on n'a pas besoin d'en avoir au Louvre. Et voilà que les sculptures vont mettre effectivement à leur menace à exécution, puisqu'elles vont se soustraire au regard. Et ce grand incident va créer finalement la fermeture du Louvre, ce qui n'est pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale, pour de toute autre raison évidemment. Et la solution que, pour aller vite, vont proposer ces sculptures pour effectivement faire qu'elles réapparaissent au regard, va changer à jamais la face du Louvre, puisque, je peux vous le révéler, puisque vous trouverez le livre en avant-première, c'est celui qui brille un petit peu là en orange fluo, que vous trouverez dans votre sac et que vous pourrez vous faire vous-même votre idée. Vous verrez, c'est un livre très drôle. Eh bien, la solution, c'est que tout visiteur, homme, adulte, doit, par parité oblige, à visiter le musée nu. Voilà.
Et alors, je me tourne vers toi après cette petite présentation. C'est d'ailleurs bizarre que tu sois habillé. Oui, bien écoutez, nous verrons plus tard. Ça aurait pu, nous aurions pu y réfléchir, mais bizarrement, ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Et une autre fois peut-être. Et dans une visite, peut-être guidée, un de ces jours, peut-être que ça se fera. Et, enfin, on verra. Et toujours est-il que moi, la question que j'ai envie de te poser, lorsque nous t'avons proposé ce sujet, tu es venu avec ce sujet du harcèlement et donc de la nudité dans l'art, et j'aimerais savoir pourquoi. Je vois déjà, bonjour déjà. Je crois que tu l'as lu le livre, c'est bien. Ça m'arrive, ça m'arrive. Alors, quand j'ai eu cette belle invitation dans la collection du Louvre, une collection, il faut malheureusement que je le souligne, jusqu'alors uniquement masculine. Presque. Il y a eu Louis Fang qui a participé. Je t'ai dit de ne pas me couper. Donc, uniquement exclusivement masculine. J'étais, moi, à ce moment-là, en train de pas mal cogiter sur la condition féminine et le harcèlement de rue, parce qu'avec ma fille jeune adulte, nous avions fait une expérience très peu réjouissante un soir d'été où nous nous sommes baladés en ville, toutes les deux en short, et où nous avions récolté pas mal de réflexions et de commentaires de la part des hommes. Et ça m'a mis très en colère parce que je me suis dit, si ma fille aujourd'hui, ou nos filles aujourd'hui, subissent exactement la même chose que moi ou nous, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, avant nous, nos mères, c'est qu'à part mettre un terme sur la chose, le comportement de certains hommes dans la rue n'a pas beaucoup changé. Et ce, peut-être parce que depuis la nuit des temps, le corps féminin et surtout la nudité féminine est systématiquement sexualisée, toujours adulée d'un côté, condamnée de l'autre, toujours jugée, toujours commentée. Voilà. Et avec ces idées-là en tête, je suis allée au Louvre faire mes premiers repérages et je me suis rendu compte que c'était juste l'endroit parfait pour illustrer ces propos, parce que des nanas à poil ou dénudées dans les œuvres, il y en a de partout. Très souvent, d'ailleurs, soumis, ou abonnés à des poses de soumission, d'attouchement non consenti, d'enlèvement, voire de viol, sous couvert de scènes bibliques, bien sûr, ou de la mythologie. Et que le Louvre était de toute façon un lieu d'art fait par des hommes pour les hommes. Parce que si on cherche les femmes là-dedans, comme dans la collection, on se rend compte, tu me coupes pas, on se rend compte qu'elles sont quasi inexistantes. Et ça, c'est un autre problème du patriarcat. C'est cette invisibilisation des femmes dans le milieu culturel et artistique. On a entendu les réalisatrices à Cannes en parler, d'ailleurs. Voilà, ça s'améliore tout doucement, mais bon, il y a encore un grand problème. Et d'ailleurs, c'est à tous les niveaux, parce que là aussi, le Louvre est un très bon exemple et en même temps un très mauvais élève, parce qu'en 230 ans d'histoire du musée, il fallait attendre fin 2021 avant de voir la toute première femme prendre les rênes du Louvre. Et 2022 pour voir Judith Van Nissendal faire le premier livre dans la collection seule aux commandes. Voilà. Donc j'ai pris tous ces ingrédients-là, un peu au goût amer, il faut le dire. Je les ai mis dans ma petite casserole et je me suis dit merde, pardon, j'ai dit un gros mot. Moi qui voulais faire un livre drôle après Mes mauvaises filles, c'est râpé. Et en fait non, c'est pas râpé, parce que je vais essayer de rajouter mon assaisonnement préféré pour parler de choses graves, c'est-à-dire l'humour, et de faire un humour beaucoup plus assumé, peut-être même par moments un peu potache, je l'avoue. Et je vais raconter une fable burlesque et féministe, mais avec mon féminisme à moi, c'est-à-dire un féminisme avec les hommes et pas contre les hommes. Donc ce n'est pas un livre réservé aux femmes ou misandre. Non, j'espère que c'est drôle, ça fait quand même passer le message que j'ai envie de faire passer. Et comme toute fable, voilà, ça met le doigt sur quelque chose sur un problème sociétal
actuelle. Donc d'un côté, ça se voit peut-être un peu dans le dessin avec des personnages très caricaturaux, avec des grands nez, et ça a un côté vaudeville, un peu les portes qui claquent et des grands éclats de voix, et un jeu de confusion, de la confusion de genre aussi, qui est pas mal dans l'actualité aussi. Et de l'autre côté, des personnages beaucoup plus ancrés dans le réel, qui nous ramènent toujours à nous, et c'est quand même quelque chose qui nous concerne. Donc maintenant, j'espère que ce livre vous plaira, qui vous fera rire, mais pas que, et que vous allez m'aider à le mettre entre les mains des hommes surtout, parce que les femmes sont déjà d'accord avec moi, je pense. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous verrez dès ce soir, puisque c'est le livre que vous découvrirez dans votre petit panier. On continue rapidement avec un autre livre drôle, car nous en faisons, vous le savez, si. Et c'est un couple qui nous a déjà enchantés avec leur comédie agricole, Didier, la 5e roue du tracteur, en 2018. Pascal Rabaté et François Rava reviennent avec la loi des probabilités. Et cette loi des probabilités, dont le personnage, Martin Henry, découvre après la suite d'un contrôle médical de routine qu'il n'a plus que 3 mois à vivre. Alors que fait-on quand on n'a plus que 3 mois à vivre, à part cette impression d'avoir un peu raté sa vie, cet homme un peu timide, qui a un métier un petit peu sans grand relief, c'est en regardant derrière lui dans son bureau une affiche d'une baleine au Canada qu'il se dit que c'était l'un de ses rêves. Donc il va convaincre sa femme sans lui annoncer la gravité de son état. Il ne veut pas gâcher ce dernier voyage. Il décide de partir pour aller voir de l'autre côté de l'Atlantique, voir ces fameux cétacés. Alors évidemment, rien ne va se passer comme prévu et il aura plutôt l'occasion de voir une course de cochons graissés plutôt que il verra quand même évidemment à la fin les baleines, mais ce voyage va accumuler les quiproquos, les gags, les retardements et c'est aussi une comédie qui fait la part belle à des grands maîtres de la comédie visuelle, de Hergé. On trouvera un Séraphin assureur assez intéressant qui va bien perturber le voyage, jusqu'à Tati et bien d'autres qui vont certainement faire de cette loi des probabilités probablement la bande dessinée la plus drôle de cette fin d'année. Bon, ça n'engage. Mais si, probablement, j'ai dit. Et tu me coupes pas la parole, hein. Voilà. Et sachez, pour finir avec cette probabilité d'ailleurs, que les auteurs vont dédicacer 50 ouvrages qui seront lancés aléatoirement à l'office et qui seront justement découverts par les chanceux qui pourront acheter cette magnifique bande dessinée qui sortira en août. Sans transition aucune, je vais vous parler de cette nouvelle série de Damien Cuvillier que j'appelle d'ailleurs, vous pouvez effectivement l'applaudir auprès de moi. Alors, Voleurs de feu, c'est une série en 5 tomes. Et ce titre, on pourrait penser que ça fait penser à un titre d'un épisode de Corto Maltese, quelque part. Et puis, mais ce n'est pas, comme héros, ce n'est pas un marin romantique, un peu pirate sur les bords, mais un poète mythique, un peu trafiquant d'armes sur les bords, c'est Arthur Rimbaud. Et donc Arthur Rimbaud, né le 20 octobre 1854, mort 37 ans plus tard à Marseille, qui commence ses poèmes à écrire de la poésie en 15 ans, qui arrête d'écrire de la poésie vers 20 ans, à peu près, amant, ami de Verlaine, part à Londres, voyage à travers l'Europe avant d'aller effectivement s'installer en tant que négociant et un peu trafiquant d'armes dans la corne de l'Afrique et de l'Arabie. Eh bien, ce poète, finalement, n'en sait peu de choses. Et pourtant, Damien, tu as choisi d'en faire une série de 5 tomes d'une centaine de planches, couleurs. Et c'est d'ailleurs ton premier grand récit. Tu as choisi cette vie de Rimbaud pour te lancer en tant qu'auteur complet. Alors, un mot quand même sur Damien avant de lui passer la parole, c'est que Damien a fait les beaux jours de Futuropolis en tant que dessinateur auprès de Chris et Gallic avec Nuit Noire sur Brest, Franck Le Gall, Hélène Ferrarini avec le très beau Eldorado, mais aussi
Benoît Colomba avec le choix du chômage que vous avez beaucoup soutenu à sa sortie. Mais d'expérience de vieux briscard de l'édition, je peux vous dire que lorsqu'un auteur, un grand dessinateur écrit ses propres histoires, en général, il se transcende. J'en veux pour preuve Emmanuel Lepage avec Muchacho, ou plus récemment Benjamin Flao avec son merveilleux Kililana Song ou L'âge d'eau. Eh bien, je suis persuadé que vous allez découvrir avec Voleurs de feu, vous allez découvrir l'immense talent et l'éclosion d'un grand auteur qui fera les beaux jours de vos étals de librairie dans les années à venir, si Damien Cuvillier lui-même. Mais pour te passer la parole, j'ai qu'une question à te poser. Pourquoi choisir Arthur Rimbaud pour te lancer dans cette aventure de 5 tomes ? Comme beaucoup de... Moi, j'ai découvert la poésie d'Arthur Rimbaud à l'adolescence, et comme beaucoup de gens souvent, parce qu'il y a un côté éternel adolescent chez Rimbaud, ce côté très sulfureux, rebelle. Et quand on découvre la poésie d'Arthur Rimbaud, on découvre aussi sa vie, parce que les deux sont quand même assez étroitement liés. Il y a quelque chose d'assez étonnant quand on lit ses poèmes, quelque chose d'assez prophétique, justement sur sa vie, sur ce qui va devenir, ce qui va être sa destinée. Et je pense que quand j'ai découvert et la poésie et sa vie, j'ai eu envie tout de suite de la mettre en image et de me dire il y a un sujet, il y a un personnage très fort dont j'avais envie de raconter sa vie à la manière, un peu ce que disait tout à l'heure Benoît Peters sur Jules Verne, un côté très mythique. Et il y avait là un personnage très très fort. Et puis je ne me le suis pas autorisé pour tout un tas de raisons, parce que déjà c'est un personnage tellement hors norme qu'il y a un côté assez intouchable. Et puis, mais en tout cas voilà, c'est un personnage et une littérature avec laquelle je chemine depuis pas mal d'années. C'est à la fois un refuge et une ressource. Et voilà, et j'ai eu envie de... J'ai continué très régulièrement, j'y suis retourné dans sa poésie. J'ai lu énormément de biographies, de choses... parce que si l'œuvre de Rimbaud, elle est très courte, en tout cas, tout le champ biographique, essai, etc., autour du personnage est énorme, en fait. Et puis, à force de lire des choses sur lui, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement une grande part de mythe. Et finalement, au moment où je me suis dit que j'avais envie de raconter ce personnage-là, j'avais envie de raconter non pas le héros, non pas le génie, parce que pour moi ça n'existe pas, mais simplement un homme de son époque qui va découvrir la poésie, pour qui la poésie est quelque chose de très important, qui change le monde, qui doit changer le monde. Et c'est ce qu'il va faire. Enfin, Arthur Rimbaud va écrire de la poésie, va vouloir être publié. Et puis découvrant le monde de la poésie et le milieu des littéraires, qui sont un milieu très bourgeois, d'assis, comme il le dit, va claquer la porte de ce monde et finalement partir vivre autre chose. Et à la manière... finalement, il y a toujours cette idée de dire qu'à un certain moment, voilà, la période pendant laquelle Rimbaud écrit est assez courte, en fait. Ce que tu disais, c'est de ses 15 ans jusqu'à ses 20 ans. C'est une œuvre très courte. Vous pouvez lire toute l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Elle tient dans un petit livre. C'est une 50aine de poèmes et un livre qui s'appelle Une saison en enfer, plus c'est les Illuminations. Alors, sur lesquels il y a un petit doute sur le fait que ça soit lui qui les ait écrites entièrement ou pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vous développerai pas ça devant vous, parce qu'on en aurait pour des heures. Mais moi, mon parti pris, c'est de dire qu'il abandonne l'écrit, en tout cas la poésie et la publication, et de devenir un auteur pour vraiment vivre poétiquement le monde. C'est-à-dire que plutôt que d'imaginer comment le sable de l'Afrique, par exemple, ou les forêts ardennaises, ou des cités lointaines, il va y aller. Il va vraiment vivre à la manière de son quasi-contemporain, le poète Friedrich Hölderlin. Il va habiter poétiquement le monde. Voilà. Et
Et donc, ce que je vous propose dans cette série, enfin, ce qu'on vous propose avec les éditions Futuropolis, c'est une grande traversée voilà, avec Arthur Rimbaud qui commence dans les Ardennes, dans un second empire mourant, et dans le feu de la guerre de 70, dans le sang de la Commune de Paris, et puis sur les pavés de Londres, Bruxelles, et puis rapidement vers des ailleurs qui vont être Java, le Caire, Chypre, et puis finir dans la corne de l'Afrique entre Aden et Harar. Oui, c'est magnifique. Hein. Vous voyez les pages en plus en couleur directe. C'est aussi pour ça que je vous citais Lepage et Flao. 100 pages à chaque tome. Le premier étant surtout sur l'enfance, qui sortira donc en septembre. Le tome 2 paraîtra dès le printemps 2024 et on enchaînera ensuite un titre par an. Donc c'est quand même un travail assez titanesque dans lequel tu t'es lancé. Eh ben bravo et merci. Merci à vous. Voilà. Vous pourrez lire, ainsi que la plupart de nos ouvrages, vous pourrez lire sur une petite clé où il y a un certain nombre de PDF qui sont rajoutés à vous. Comme ça, vous pourrez découvrir et vous faire une idée par vous-même. Je continue rapidement avec quelques titres. Alors, Rodina, c'est le Baru continu. Baru est là. Et Rodina, au départ, était un simple chapitre d'une vingtaine de pages qui aurait dû s'insérer dans le tome 3 de Bella Ciao, sa fameuse trilogie sur l'immigration italienne qu'il a avec à succès. Et en fait, cette histoire a pris beaucoup d'ampleur, à telle enseigne qu'elle est devenue un seul unique livre d'une 70 planches. Donc ça a vraiment pris l'histoire. Ce n'est pas une histoire d'Italiens, mais de Russes et de Biélorusses, puisque c'est l'histoire du seul et unique détachement de la résistance féminine pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'histoire commence en mai 1944, lorsqu'un commando de francs-tireurs partisans font évader 37 femmes et 24 hommes d'un camp de travail de Hérouville près de Villerupt, en Meurthe-et-Moselle. Et le commandant avait prévu d'enrôler une partie des hommes au sein du maquis, évidemment, pour lutter contre l'occupant, mais ayant renvoyé les femmes à l'arrière pour être cachées. Mais une partie de ces femmes, donc des Russes, d'origine russe, elles veulent se battre, prendre les armes et aller combattre l'occupant nazi. Et elles vont le faire, et elles vont créer leur propre réseau qui s'appelle Rodina, qui veut dire patrie en russe, et elles vont lutter de manière armée pendant justement jusqu'à la libération. C'est cette histoire que Baru nous raconte. Alors, il réutilise son double de papier qu'il a utilisé dans la balle pour Bella Ciao, Théo, celui qui était le narrateur de Bella Ciao. Il réutilise pour cette longue histoire, mais c'est une histoire qui peut se lire indépendamment, même si elle va très bien avec la trilogie de Bella Ciao. Voilà, je continue rapidement avec une autrice importante aussi de catalogue, Kemsuk Gentry-Kim. C'est son 3e livre. Là aussi, c'est certainement son livre le plus personnel, même s'il traite d'un sujet universel, de l'impossibilité d'être mère pour une femme. Et elle raconte l'histoire d'un couple comme ça qui n'arrive pas à avoir d'enfants, donc qui sont en Corée du Sud et qui vont se tourner vers la fécondation in vitro. Et c'est un vrai parcours du combattant qui commence alors avec toutes les difficultés évidemment physiques et morales qui l'accompagnent, avec les difficultés avec le personnel soignant aussi, mais aussi la pression familiale, hommes et femmes et parents et amis, je veux dire, qui évidemment tous ont un avis sur cette question. Il a fallu 10 ans de recul à Kemsuk Gentry-Kim pour aborder ce sujet qu'elle avait traversé à la trentaine. Et elle l'a fait avec beaucoup de pudeur et de force dans ce magnifique récit. Kemsuk Gentry-Kim est une autrice coréenne, vous le savez, mais qui est en passe de devenir vraiment internationale puisqu'elle est multi-récompensée dans beaucoup de pays dans lesquels elle est publiée, aux États-Unis, en Espagne, etc. Nous trouvons encore qu'elle n'est pas encore assez visible en France et nous allons y contribuer en continuant à publier ses livres et même dès l'année prochaine à rééditer notamment l'un de ses plus grands chef-d'œuvre qui s'appelle Mauvaise Herbe, que nous republierons l'année prochaine. C'est vraiment une autrice à suivre. Je suis persuadé qu'à l'instar d'un Étienne Davodo ou d'un Joe Sacco, c'est une de ces autrices qui parle du monde avec beaucoup de force et qui
elle n'hésite pas à empoigner des sujets comme ça graves et difficiles. Autre grand retour, 3e livre là aussi pour Benoît Colombat, ce journaliste de France Inter qui mène des enquêtes au long cours et qui a pris le goût de la bande dessinée après avoir réalisé Cher pays de notre enfance avec Étienne Davodo, parmi nous et que nous allons bientôt accueillir, mais aussi Le choix du chômage avec Damien Cuvillier, qui est parmi nous et qui a déjà parlé brillamment de son beau Arthur Rimbaud. Et cette fois-ci, c'est une enquête qui nous ramène encore dans la Ve République, dans les heures sombres de la Ve République, mais plus tard. Elle commence par un assassinat, celui de Dulcie September, qui est la militante de l'ANC, donc l'African National Congress, tout simplement, le parti de Nelson Mandela. On est en 88. Elle est là en France pour dénoncer en fait les pratiques de certaines entreprises françaises qui cherchent, notamment dans le domaine des armes, de la vente d'armes et de l'assistance nucléaire, à contourner l'embargo en vigueur à ce moment-là en Afrique du Sud. Et donc, elle est assassinée à Paris, en plein Paris. Au moment où elle arrive à son bureau, on a une reconstitution de cet assassinat pour le début du livre. Et comme toujours avec Benoît Colombat, il va explorer toutes les pistes pour raconter cette histoire, ce meurtre qui n'est pas élucidé, et en tout cas qui n'a pas été jugé, en tout cas ça finit pour un non-lieu, mais il a l'habitude, il l'avait fait avec le soi-disant suicide de Robert Boulin dans 30 cm d'eau, souvenez-vous, épisode qu'il a raconté dans Cher pays de notre enfance. Ici, eh bien, il explore toutes les pistes pour montrer, a priori, ce qui s'est passé. Et effectivement, sa méthode, c'est de retourner voir les témoins de l'époque, accompagné du dessinateur. Ici, c'est Grégory Mardon qui s'y colle sur 300 pages d'une enquête riche et passionnante qui nous mènera jusqu'au plus haut sommet de l'État sud-africain et français. Et Le Passeur de Lagune, c'est un polar, là aussi, d'un autre style, qui nous emmène à Venise, mais loin de la Venise des touristes. On est plutôt dans les méandres de la lagune que connaît parfaitement Piero Macola, dessinateur et auteur vénitien, qui a entraîné le Vénard, à Christophe Dabitsch avec sa barque dans tous ses bras de cette lagune. Et une lagune finalement pas si reluisante que cela, puisqu'elle est aux mains, finalement, c'est un endroit où les trafics sont faciles, où les trafics de clandestins, mais de drogue aussi, organisés par la mafia évidemment, se passent. On suit Paolo, un jeune adolescent qui, avec ses copains, se lance d'ailleurs, veut se lancer dans le trafic d'une nouvelle drogue de synthèse, la rose. Et pour leur première livraison, ça commence mal puisqu'on leur vole la première cargaison. Donc ils sont déjà mal vis-à-vis de leur employeur, la mafia. Et au même moment, le père de Paolo disparaît, les pêcheurs. Et on va comprendre, et Paolo va le comprendre en partant à sa recherche, que sa disparition a peut-être un lien avec ses propres activités. Pour moi, c'est un polar de 200 pages en couleur que vous pourrez lire aussi sur la clé de Piero Macola. Et c'est, en mon sens, entre Piranha de Roberto Serviano, pour le côté polar de mafia, etc., de bande de jeunes, et aussi, évidemment, de JP, Note pour une histoire de guerre. Là aussi, cette bande de gamins dans des conditions difficiles. Et puis, graphiquement, il y a une filiation quand même qu'on peut lui reconnaître. C'est un de nos polars italiens de la rentrée. Le retour de Jeff Lemire aussi, qui nous ramène dans son Ontario natal, le pays d'Essex County, son œuvre fondatrice, qu'il a d'ailleurs adaptée en série télévisée, qui est parue déjà, diffusée outre-Atlantique et qu'on espère voir en France. Ici, eh bien, en fait, de l'aveu même de Jeff Lemire, cette mini-série que nous publierons en 2 volumes, le premier en septembre et le deuxième au printemps prochain, eh bien, combine ces deux casquettes d'auteur, celle intimiste, de Essex County à Winter Road, où il explore des personnages comme ça, souvent dans des grands récits intimistes qu'il dessine lui-même, et ces séries qu'il écrit pour les comics, donc Sweet Tooth, dont d'ailleurs une nouvelle série, puisque c'est une série bande dessinée adaptée sur Netflix aussi, donc une nouvelle saison va sortir, et Gideon Falls. Et donc c'est sa volonté justement de mixer les deux, là, qu'il nous propose avec les éphémères. Sachez aussi que Jeff Lemire viendra en novembre à Paris pour la sortie de ce livre-ci. Enfin,
nous arrivons à Loire, et j'appelle Étienne Davodo pour nous en parler. Alors, Loire, c'est le grand retour d'Étienne à la fiction. Enfin, on dit ça une fois tous les 4 ans, puisqu'en fait, il fait soit un documentaire, soit une fiction. Finalement, c'est son plaisir. Mais en fait, finalement, tu parles toujours de ton coin, parce que de toute façon, Loire, c'est pas très loin de chez lui, hein, et ça se passe même vers les ponts de C. Et c'est à la fois de ton aveu, cette histoire en couleur directe qu'il réalise avec de magnifiques aquarelles. Je trouve que Étienne Davodo est un très grand dessinateur, un très grand coloriste aussi. On le trop méconnu, je trouve. On parle beaucoup de tes histoires, on parle beaucoup de ta force, de tes documentaires, mais je trouve que graphiquement, quand même, c'est magnifique. Et eh bien, c'est un portrait de femme, un petit peu comme Lulu Femme Nue, un portrait de femme en creux. Agathe, donc, un jour, envoie un message à tous ces amoureux, ces amants, ces gens qui ont compté pour sa vie, à venir la rejoindre dans la maison qu'elle a toujours habitée, vers les Ponts de C, près de la Loire, donc, sur une maison, sur une petite digue. Et en fait, tous ces amoureux et ceux qui ont décidé de répondre à son invitation vont découvrir avec surprise que cette invitation a été envoyée post-mortem. Qu'en fait, ils arrivent dans la maison, ce sont les nouveaux propriétaires de la maison qui l'accueillent et qui ont envoyé ce mail à ces personnes choisies par Agathe, qui est morte et d'ailleurs qui est enterrée, enfin incinérée, et dont les cendres ont été dispersées près de grands arbres dans un champ voisin. Et en fait, l'idée pour elle, c'était justement de ne pas les inviter pour son enterrement, mais pour qu'ils viennent et qu'il y ait une rencontre un peu joyeuse, pour que ces gens qu'elle a aimés se retrouvent et finalement discutent, elle l'espère en tout cas, fassent connaissance et discutent joyeusement autour de leur relation qu'ils ont connue avec elle. Et à travers ce portrait de femme, il y a quelque part aussi le portrait d'un fleuve, la Loire, et tu vas nous expliquer pourquoi, Étienne, justement, donc, qui traverse aussi tout ce récit. Alors j'ai envie de te demander, mon cher Étienne, est-ce que c'est un portrait de femme ou un portrait de fleuve ? Merci. Bonjour à tous, disais-je. Oui, Loire, c'est le prétexte d'un portrait de femme pour faire sans doute autre chose. C'est d'abord le prétexte pour poser un récit sur un lieu que j'aime bien. C'est aussi, d'une certaine façon, alors c'est une fiction, clairement, c'est un livre de fiction, mais c'est un livre qui découle directement de mon livre précédent, Le droit du sol, qui posait aussi la question de notre rapport avec le sol, avec la planète, avec ce qui nous entoure. Et donc, voilà, ce livre-là, c'est la rencontre de gens avec un lieu, mais un peu plus qu'un lieu, avec ce qui pourrait être une entité vivante et complexe. Ça vient aussi d'une lecture que j'ai faite il y a quelques années d'un livre qui m'a vraiment fasciné. C'est un recueil de travaux de chercheurs, de scientifiques, de philosophes, de juristes. Ça s'appelle « Le fleuve qui voulait écrire ». Et c'est les travaux du Parlement de Loire. Ce sont des gens qui se réunissent pour essayer d'imaginer, de donner, en l'occurrence à la Loire, à un fleuve en l'occurrence, un statut de personne. Une personne qui pourrait se défendre si on l'emmerde. Comme nous pouvons nous défendre, nous, individuellement, si on a des soucis. Nous défendre en justice, je veux dire. Et c'est un projet que je trouve assez fascinant parce que ça change totalement notre regard sur la nature, en l'occurrence un fleuve, et sur tout ce qui nous entoure. Et évidemment, c'est un projet un peu utopique. Pas complètement. Il existe déjà en Nouvelle-Zélande ou au Mexique, là une colline, là-bas une rivière, qui ont acquis un statut de personne et qui peuvent se défendre. Et si la question se pose sur Loire, moi j'ai essayé d'illustrer ça avec cette fiction. Il m'a semblé que sur ce livre-là, même si j'aime bien évidemment faire des documentaires et des reportages en bande dessinée, j'ai jamais renoncé à la fiction. Et j'ai le sentiment que parfois la fiction est un meilleur outil pour raconter ce que j'ai à raconter. Et dans le cas de Loire, très vite, de façon un peu instinctive, c'est ce qui m'est apparu. Et donc j'ai mis en place ce petit stratagème que Sébastien vient de vous résumer. Ce sont des gens qui viennent d'un peu partout, qui viennent au bord de la Loire voir quelqu'un qui n'est pas là, et qui du coup se retrouvent un peu vacants, un peu disponibles, et qui sont amenés à s'occuper presque, parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ont en commun simplement le fait d'avoir été l'amant ou l'amante d'une femme qui n'est plus là. Éventuellement, s'ils se connaissent, ils ont une espèce d'inimitié, parce qu'en général, l'un a remplacé l'autre auprès de cette femme-là. Donc, il y a une espèce de flottement.
Et c'est à partir de là que je me suis amusé à créer cette histoire d'une centaine de pages, où le décor progressivement remonte en quelque sorte au premier plan, et où je tente de faire le portrait d'un lieu, d'un fleuve en l'occurrence, mais non pas comme un lieu ou un fleuve ou un décor, éventuellement joli ou pas, utile ou pas, mais comme quelque chose qui ne serait plus quelque chose, mais qui serait quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas qui irait dans la direction dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est un peu l'idée que j'ai essayé de mettre en scène dans ce livre-là. Alors ça ne s'appelle pas la Loire, parce que quand on met là devant un nom, c'est un objet en général. En tout cas, ça subjective un peu la chose. Si on parle de Loire à la place de la Loire, on parle déjà presque d'un prénom. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Et c'est un livre que je me suis amusé à faire. Je me suis beaucoup amusé à faire ce livre-là. Je l'ai fait beaucoup sur place. Moi, je vis près de la Loire, comme le disait Sébastien. D'ailleurs, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai emmené Sébastien et Claude Gendreau sur les lieux, parce que les lieux que j'utilise sont importants pour moi. Et dans ce projet-là, ils le sont particulièrement. Donc voilà, c'est une petite portion du fleuve sur ces 1000 km, mais c'est symboliquement n'importe quel endroit de n'importe quel fleuve, en quelque sorte. J'essaie d'élargir un peu le débat, mais j'ancre très fortement mon récit sur une petite partie du fleuve, et je mets en scène tous ces personnages qui n'ont rien à se dire, qui décident même qu'ils ne vont pas raconter qui ils sont. Donc je n'ai aucun recours à la psychologie, par exemple. On ne sait pas qui sont ces gens. Ils s'interdisent eux-mêmes, et ils le disent dans le livre, de parler de leur passé, de où ils viennent, de leur famille, de leur métier. Et donc c'est un jeu d'écriture tout à fait amusant à mener, parce qu'on est sur un travail d'improvisation, c'est une chose que je fais de plus en plus. Et puis c'est quelque chose qui oblige à énormément d'attention. J'ai beaucoup erré au bord du fleuve, j'ai fait beaucoup de photos, beaucoup de dessins. Et voilà, c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et très franchement, je ne sais pas du tout où va m'emmener ce bouquin. En tout cas, je suis très curieux de voir comment ce livre va se comporter, notamment dans vos librairies, évidemment. Mais voilà, je suis très impatient de le voir sorti. Alors sachez qu'on vous fera une petite frustration juste après vous, bien sûr, pour applaudir notre cher camarade. C'est le seul livre que nous vous avons pas mis dans la... Non pas parce qu'il ne l'a pas terminé, mais il l'a terminé en noir et blanc. Et on voulait... Il y a un certain nombre de pages couleurs qui sont faites, mais on avait envie de se dire que ce serait un peu déceptif de ne pas l'avoir, d'avoir une partie en noir et blanc, une partie en couleur, et que... Pour vraiment apprécier ton travail et ce livre particulier où tu prends un temps à vraiment mettre en avant la nature, il fallait le livre en complet. Donc, mais de toute façon, je sais que vous le lirez dès qu'il arrivera et que vous pouvez déjà vous dire que c'est un excellent livre. Merci. Voilà.